Voilà. Donc, bienvenue à ce 40e Café Génial sur la gestion des cours d'eau et la renaturation. Nous sommes avec Mathieu Beaujard du SMEAG et Mathieu Horte de Néo, du coup, pour deux présentations sur le sujet. Et je vous propose que, voilà, en attendant peut-être qu'il y ait quelques personnes qui se raccrochent, on fasse un petit tour d'écran pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans la thématique et vous présenter rapidement. Donc, Mathilde, je te passe la parole. Bonjour, Mathilde Pinard du site du Pont du Gard. Je suis chargée de coordination au service Mission Paysage et Patrimoine mondial. Voilà, mais nous, on a un cours d'eau qui passe sous le pont, hein, le Gardon. Donc, et on travaille avec le PTB des Gardons, justement, sur le cours d'eau. Donc, tout nous intéresse, même si on n'est Merci, pas gestionnaire direct, hein, mais on travaille Ok. avec nos partenaires. Voilà. Merci Mathilde. Moi, je crois qu'effectivement, le mail de relance a fonctionné. Je disais, il y a eu un petit souci ce matin, peut-être avec Osmose et un message d'annulation. Donc, je m'en excuse auprès de tous. On attaque le petit tour d'écran. Maura? Oui, bonjour. Je travaille aussi au Pont du Gard avec ma collègue Mathilde Pinard. Et comme elle a dit, on a le gardon qui traverse le pont et on est toujours intéressé pour être au courant des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, juste pour nous informer et avoir plus d'outils quand on va décider de réaliser des actions. Merci. Alors, Claire, bon, du SMEAG aussi, mais je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Claire Boscus, moi je suis chargée de mission Natura 2000 et zones humides au SMEAG. Et donc, voilà, ce qui va m'intéresser un peu plus, c'est peut-être la seconde partie sur la réserve, puisque la première, je connais déjà un peu. Merci. Diane? Oui, bonjour à tous. Donc, Diane Radola, chargée de mission Natura 2000 au grand site de France du cirque de Navacelle. Effectivement, sur le territoire, donc il y a un petit cours d'eau, hein, la Vis et même la Virenque, et de ce fait, voilà, toujours très intéressée par ces webinaires et en tout cas cette thématique aussi sur le milieu aquatique, pour avoir plein d'idées possibles à avoir. Merci. Merci, Diane. François-Xavier? François-Xavier Coindet, je suis le responsable du service biodiversité à l'institution Adour, des nombreux cousins de la grande famille des EPTB. Eh bien, on va poursuivre avec les EPTB, avec Geoffrey. Bonjour tout le monde, je connais pas grand monde. Geoffrey Didier, donc EPT Bélez, donc Hérault, donc du côté de Montpellier. Et moi, je suis en charge de l'animation d'une stratégie de restauration hydromorphologie des cours d'eau à l'échelle du bassin versant, donc sur 5 EPCI, dont la métropole de Montpellier. Et donc, on a 90 km de cours d'eau à restaurer. Donc, on a imaginé un schéma directeur de restauration. Et donc aujourd'hui, on a pas mal d'études en cours, avec notamment les services GEMAPI. On a 13 études en cours. Donc du coup, je suis intéressé de savoir voilà, qu'est-ce qui peut se passer ailleurs voilà, sur les bassins voisins. Parfait. Rémi? Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Ok, donc Rémi Pescaille, je travaille au parc naturel régional Corbière-Fenouillède, chargé de mission Natura 2000, exclusivement sur les sites oiseaux jusqu'à il y a peu. Et là, j'ai récupéré l'animation d'un petit site Habitat Faune Flore, qui est la vallée du Torgan, qui s'échelonne sur 4 communes. Et voilà, et donc je mets un pied un peu dans ce monde-là. De la gestion, de la connaissance des milieux aquatiques, des cours d'eau, et donc je suis très intéressé par la thématique de ce matin. Voilà. Merci. Super. Merci Rémi. Alors, du syndicat mixte aussi du cirque de Navacelle, c'est Malolme? Il y a quelqu'un? Non. Diane, tu sais, du coup, peut-être. Oui, du coup, je pense qu'il a, il a pas son micro. En Ah, tout cas, il est juste à Pardon, c'est côté de bon. moi. c'est bon. Ah, c'est bon. Oui, Merci. donc bonjour, moi c'est Malo Lemezec, je suis au syndicat mixte aussi du grand site de Navacelle. Et donc je suis un peu sur des missions polyvalentes et donc la gestion des cours d'eau m'intéresse aussi comme sujet. Parfait. Merci beaucoup. Pauline?
Oui, bonjour, Pauline Quentin de Nature en Occitanie. Je suis le webinaire avec ma collègue là, à côté, Alexiane. Donc, nous, on travaille avec Mathieu, donc on suit un peu les projets, mais c'était voilà pour comme on a d'autres projets sur d'autres secteurs qui peuvent se rapprocher, c'était pour suivre un petit peu et s'inspirer de ce qui est déjà fait. Et supporter Mathieu. Anne? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, ok, j'ai eu des petits soucis d'écouteurs en début de réunion. Du coup, oui, moi je travaille au Copage en Lozère et je suis surtout conseillère pour la gestion des zones humides. Dans ce cadre-là, en fait, on accompagne aussi des projets de renaturation de petits cours d'eau en lien avec les structures GEMAPI ou la Fédération de pêche Lozère. Très bien. Merci, Anne. Vincent, est-ce que tu as un micro aujourd'hui? Non, apparemment toujours pas. Donc, Vincent, qui s'occupe des espaces naturels sensibles, donc au département de l'Aude. J'ai fait vite, hein. Henri? Non. Alors, j'ai quelques personnes que je connais pas. Keir, qui s'affiche que Keir à l'écran. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Donc moi je suis Marie Caire, Bonjour Marie, pardon. je, je travaille à la mairie de Saint-Lary-Soulan, je suis animatrice Natura 2000 du site Rio Majou-Moudan et je suis chargée de mission transition et voilà, c'est plutôt un sujet qui, on va dire, m'intéresse à plusieurs titres, mais sans pour autant avoir un projet bien particulier de renaturation ou autre, mais plutôt d'ordre général. Ok, super. Merci Marie. Juliane? Bonjour à tous, donc je suis Juliane Casquet, je suis animatrice Natura 2000 au parc naturel régional du Haut-Languedoc et je suis référente sur 3 sites tarnais et héroltés pour l'un avec de forts enjeux cours d'eau, la montagne occidentale avec des enjeux écrevisses à pattes blanches, basse vallée du Lignon avec des enjeux lamproie de planeur et la vallée de l'Arne avec des très gros enjeux sur la mulette perlière, donc la thématique du jour m'intéresse fortement. Merci Juliane. Et Cyrielle? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Ok, j'avais eu des petits soucis de son au départ. Je suis Cyrielle Almodova, donc animatrice Natura 2000 au parc du Haut-Languedoc. Je m'occupe des sites du Carrousel Spinouse, certaines grottes à chiroptères de la vallée du Jord et les sites du Minervois où je suis amenée à suivre notamment les actions de renaturation de cours d'eau qui sont menées aussi par le syndicat de rivière. Merci Cyrielle. Alors je crois que j'ai oublié personne, mais si c'est le cas, je vous laisse vous manifester. Ah, Emma vient d'arriver, mais on va peut-être pas la prendre juste à l'arrivée. Eh bien Mathieu, je vous laisserai vous présenter en début de présentation. Je te laisse attaquer et partager ton écran, Mathieu, du SMEAG. Bonjour Emma, comme tu le constates, on vient de terminer le tour d'écran. Si tu veux dire un petit mot pour te présenter pendant que Mathieu partage son écran. Oui, bonjour, excuse-moi pour le retard. Pas de Emma souci. Lapic, je suis animatrice Natura 2000 à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, donc au nord de Montpellier. Et voilà, on a des enjeux on a un site habitat avec des enjeux d'eau sur la gestion des cours d'eau et la renaturation. Et on a aussi une GEMAPI qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est pour assurer le lien avec ma collègue de la GEMAPI que je m'intéresse à ce sujet-là. Parfait, merci Emma. Eh bien Mathieu, c'est à toi. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, Mathieu Beaujard. Donc, moi, je suis responsable du pôle milieu aquatique et biodiversité au SMEAG. Donc, voilà, je vais faire une présentation assez large sur les actions qui ont lieu sur l'ensemble de la Garonne, hein. SMEAG, c'est syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la Garonne, dont les collectivités membres sont deux régions. Donc, on est bien sur un fleuve interrégional avec des Pyrénées jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc, on a deux régions membres, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et 4 départements. Donc, le syndicat a été créé en 1983. Les principales missions du SMEAG, donc il y a une mission historique là, sur le soutien d'étiage, avec la mise en œuvre du plan gestion étiage Garonne-Ariège, donc qui en fait consiste à soutenir les débits naturels de la Garonne en période estivale avec des lâchers d'eau à partir des réserves des barrages hydroélectriques.
Donc l'année dernière, 2024, ça a été une année humide, mais en 2022 et 2023, on a lâché plus de 50 millions de mètres cubes dans la Garonne, ce qui pouvait représenter, par exemple, aux périodes les plus sèches, la moitié du débit qui passe à Toulouse. Ça, c'est une mission vraiment importante et structurante de nos syndicats. On a également la partie portage du stage Vallée de la Garonne au schéma d'aménagement, gestion et des eaux. Donc le stage Vallée de la Garonne qui a été validé en juillet 2020. Donc là, qui vise un schéma de planification à l'échelle de la Garonne pour une gestion intégrée du fleuve sur l'ensemble des thématiques, dont particulièrement la partie zone humide avec laquelle je travaille avec les collègues, donc Claire ici présente, où on travaille cette thématique qui est un volet prioritaire du sage Vallée de la Garonne, notamment avec l'application d'une règle zone humide qui interdit la destruction des zones humides identifiées dans le cadre du sage. On a la partie aussi Natura 2000 et poissons migrateurs. Donc on est animateur, on reviendra tout à l'heure sur Natura 2000 sur l'ensemble du fleuve et de ses affluents, et certains de ses affluents sur la partie ariégeoise et sur la partie des Hautes-Pyrénées. Et également, on est animateur du groupe migrateur Garonne. Donc tout ça, en fait, la partie zone humide, Natura 2000, poissons migrateurs constitue donc ce pôle milieu aquatique et biodiversité du SMIAG. On a aussi des missions sur la partie inondation, avec historiquement l'animation d'un PEP PAPI sur la partie Garonne-Girondine, donc avec plusieurs EPCI. Et on s'occupe voilà, de plus en plus de faire le lien entre les différents papis du territoire, hein, notamment par exemple le papi de la métropole toulousaine ou le papi de Val-de-Garonne agglomération sur Marmande, avec aussi une idée de mettre en place des indicateurs à inondation à l'échelle du fleuve et en lien avec l'Observatoire Garonne, qui est notre plateforme de valorisation des données. Donc voilà, je vous inviterai à aller faire un tour sur l'Observatoire Garonne, vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous tombez dessus et vous avez l'ensemble des données disponibles à l'échelle du fleuve, que ce soit la partie biodiversité, la partie changement climatique, le tableau de bord du sage, les tableaux de bord poissons migrateurs, enfin voilà, il y a toutes les données qui sont disponibles et téléchargeables sur cet observatoire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, entre guillemets, sur les actions milieu aquatique et biodiversité en lien avec le fleuve, on a une gouvernance qui s'élargit puisqu'on est en extension de membres. On a 2 départements qui devraient nous rejoindre dès cette année. Il y a des délibérations qui doivent être prises, donc on doit toujours prendre des pincettes là-dessus. Mais en théorie, le Gers et l'Ariège devraient nous rejoindre très prochainement. Et potentiellement les Hautes-Pyrénées dans un second temps, ce qui permettrait en fait d'ajouter d'avoir le périmètre qui correspondrait à la commission territoriale Garonne, ici présente, avec les sages approuvés en vert et les sages en cours d'élaboration, donc notamment sur la partie ariégeoise avec le sage Bassin-Versant des Pyrénées ariégeoises et le sage Nest et Rivière de Gascogne. Donc voilà, ce qui permettrait d'étendre significativement notre périmètre et de lancer aussi en parallèle la reconnaissance type EPTB, parce qu'on a un syndicat mixte, mais qui n'est pas labellisé EPTB, donc établissement public territorial de bassin. Et donc ça, on devrait lancer la procédure à partir de mi-mai, une procédure qui devrait durer 1 an pour qu'on devienne officiellement EPTB. En cours d'année, on va changer de nom aussi, donc le SMEAG va se transformer en établissement public Garonne, alors faut que je retienne le nom, Garonne, Pyrénées et Rivière de Gascogne. Donc voilà, c'est un nouveau nom, on va changer de logo et on aura des compétences donc de coordination à l'échelle de ce grand périmètre sur la partie connaissance, sur la partie intersage. Donc on est déjà animateur de l'intersage, mais l'idée sera de renforcer un peu ce rôle de l'intersage qui est plus large que celle des collectivités puisqu'elle intègre aussi les usagers, etc., l'ensemble des représentants en lien avec le monde économique et le monde de l'eau. On a aussi donc la gestion quantitative à coordonner avec l'ensemble des affluences qui est déjà en partie fait dans le cadre du plan de gestion étiage et travailler sur la coopération transfrontalière avec l'Espagne et effectivement sur la partie biodiversité et zone humide, apporter de la cohérence à l'échelle de tout ce beau périmètre. Donc ça, c'est quelque chose qui occupe notre direction depuis quelques mois. Donc les spécificités de la Garonne, bah, c'est un grand territoire, fleuve interrégional, 4 départements sur le corridor Garonne. Je parle pas du grand bassin. Donc les enjeux spécifiques qui sont vraiment variables en fonction des territoires. C'est pour ça d'ailleurs que le SAGE a été divisé en commissions géographiques, avec notamment par exemple la Garonne montagnarde qui n'a pas les mêmes problématiques que la Garonne maritime par exemple. On a la spécificité, j'y reviendrai juste après, que la Garonne soit classée domaine public fluvial.
donc en DPF, donc ça appartient au service de l'État et notamment géré aussi par VNF sur la partie aval, sur la partie navigable. Ce qui fait qu'il faut, lorsqu'on intervient sur les DPF, voilà, avoir des autorisations spéciales auprès des services de l'État pour pouvoir mener des actions. Notre rôle, voilà, c'est de coordonner l'ensemble des acteurs sur notre territoire, notre vaste territoire, puisqu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent sur ce domaine public fluvial de la Garonne, des collectivités, des institutions de loisirs, des pêcheurs, des agriculteurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille avec tout le monde en intelligence pour voilà, orienter les actions en faveur du fleuve, hein, notamment avec l'objectif de l'atteinte du bon état écologique dans un contexte de changement climatique. Ce qui nous amène aussi à poser des cadres à l'échelle de la Garonne, des chartes et des doctrines pour justement uniformiser un peu les pratiques et améliorer la cohérence amont-aval et aussi la solidarité entre les territoires. Sur la charte Confiance Garonne, donc il y a deux éléments qui sont en cours de travail. Enfin, la charte a été validée déjà depuis avant 2022, puisque la première charte a été signée par le syndicat du SIGRAL dans le Tarn-et-Garonne lors d'une journée technique zone humide en 2022. C'est un document de référence voilà, qui propose les bonnes pratiques en bord de Garonne. J'y reviendrai après. On travaille aussi sur une doctrine à l'échelle du SAGE pour notamment les services de l'État et de l'attribution des AOT ou conventions d'occupation temporaire, donc les COT. Donc j'y reviendrai également juste après sur deux diapos. Donc sur la confluence, la charte Confluence Garonne, en fait c'est un document cadre voilà, qui s'applique sur l'ensemble de la Garonne, qui rappelle notamment les règles liées au DPF, puisque voilà beaucoup d'usagers, propriétaires riverains ne connaissent pas forcément ces règles-là. Par exemple, ne pas planter d'arbres sur le chemin de halage sur la partie navigable à moins de 7 mètres. Voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui sont pas forcément respectées sur la Garonne. Des conseils aussi en termes de plantation, de gestion des espèces exotiques envahissantes. L'idée, c'est d'avoir un peu un guide pratique, notamment pour les acteurs et notamment les collectivités GEMAPI qui souhaitent intervenir sur le domaine public fluvial qui appartient donc à l'État. Voilà, je passe très rapidement. Pareil, hein, c'est disponible en téléchargement. La doctrine qui a été mise en place récemment, qui a été validée au bureau de la clé. Donc c'est une doctrine à l'intention des services de l'État qui a été travaillée avec l'ensemble des DDT et des DREAL. L'idée, c'est en fait lorsque il y a des demandes d'occupation temporaire du DPF, pour mettre en place des actions, que ce soit agricoles ou par exemple faire des prélèvements d'eau potable, etc. C'est que nous, le SMEAG, au titre notamment de la Commission locale de l'eau, on soit mis informé dans la boucle en temps réel de toutes les AOT qui sont présentes sur l'ensemble de la Garonne. Il y a des prescriptions et des recommandations qui seront faites par les services de l'État à chaque nouveau amodiataire. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, notamment sur au moins le respect de l'application des règles et la communication de ces règles-là liées au DPF. Et voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une recommandation sur l'ensemble du site. Il peut y avoir des priorisations, c'est-à-dire s'il y a deux personnes qui souhaitent avoir la même parcelle, voilà, donner une priorité notamment aux politiques ENS menées par les départements, donc l'espace naturel sensible, ou pour la gestion avec les associations pour la protection de la nature, etc. Voilà sur les types de travaux qu'on mène à l'échelle du fleuve. Donc l'idée, c'est bien de coordonner l'ensemble des politiques, donc notamment Natura 2000, j'y reviendrai, poissons migrateurs, faire le lien avec les politiques portées au niveau plus local, notamment départemental avec les ENS, les travaux menés par les cellules d'assistance technique zone humide, notamment Natura d'Occitanie ici présente, qui est présente sur notamment la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne sur la partie Garonne. On est porteur de différents types d'animations, ça je n'y reviens pas dessus, et on doit porter des stratégies à l'échelle du fleuve. On mène notamment des stratégies sur la partie zone humide avec une méthode qui est mise en place depuis 2021 sur l'ensemble du périmètre. On travaille sur les études globales, donc le meilleur exemple c'est l'étude sédimentaire qui est en cours. Donc avec une étude qui est menée sur l'ensemble de la Garonne pour mettre un schéma de cohérence gestion sédimentaire sur la Garonne. J'y reviendrai aussi en fin de présentation sur le projet Life Nature Garonne qu'on est en train de mettre en place sur l'ensemble du fleuve. Et voilà, dans le but voilà, de toujours pareil, d'encourager des actions concrètes sur la Garonne et d'avoir un cadre de cohérence. Voilà, c'était la partie introduction.
Sur la partie animation, Natura, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez intervenir, on fait Julie, d'habitude, s'il y a des interventions qui sont en place. C'est Ouais, assez libre. sinon, Normalement, on fait la présentation et on fait les questions à la fin, mais c'est vrai que si tu as plusieurs parties dans ta présentation, rien n'empêche de prendre des questions s'il y en a pour l'instant, enfin, dès maintenant. ok. Bah, voilà, si quelqu'un lève la main, Julie, tu me fais signe. Je le dis et je passe la Sur parole. l'animation Natura 2000, donc en fait, voilà, tout le monde connaît Natura 2000, réseau de sites européens, avec deux directives, oiseaux et directive Habitat. Donc l'intérêt de Natura 2000, c'est d'allier les activités humaines avec les enjeux de biodiversité. Ce n'est pas une mise sous cloche stricte des territoires, mais voilà, c'est une prise en compte de ces enjeux dans l'aménagement. L'ensemble de la Garonne, je le disais, est classé Natura 2000. Donc, vous avez en partie sud, donc en vert, jaune et orange, la partie Natura 2000 Occitanie, et en bleu, la partie Nouvelle-Aquitaine avec le Lot-et-Garonne et la Gironde qui va jusqu'à l'estuaire. Donc l'ensemble de la Garonne est classé Natura 2000 et nous, en fait, on est animateur de la partie Nouvelle-Aquitaine depuis 2014 et de la partie Occitanie depuis plus récemment 2018. Donc il y a la Garonne, effectivement, et il y a également les affluents sur la partie donc, Directive Habitat, ZSC, qui couvre aussi les affluents de l'Ariège, donc l'Ers, Ariège, Salatte, et également la Neste sur la partie Haute-Pyrénées. Donc sur cette partie-là, on est coordinateur avec des syndicats GEMAPI qui sont animateurs territoriaux, voilà, qui demandent une certaine coordination des acteurs pour une logique d'action à l'échelle du fleuve. On a Natura 2000, voilà, c'est une politique européenne, on va les valorisation, préservation des habitats, l'intérêt communautaire, et ça permet aussi de faire le lien avec l'ensemble des politiques du territoire pour justement avoir cette cohérence à l'échelle du fleuve. Les principaux outils de Natura 2000, je passerai rapidement parce que je pense que vous les connaissez globalement tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc il y a les contrats Natura 2000 qui sont à destination de tous les acteurs qui permettent la mise en place d'actions financées par l'Europe, toujours en lien avec des objectifs d'habitat ou d'espèces qui sont inscrites au document d'objectifs qui est le document de référence de chaque site Natura 2000 et qui fait forcément référence à des habitats ou espèces d'intérêt communautaire. On a les chartes Natura 2000 qui sont des chartes de bonne pratique, pareil, hein, basées sur le volontariat, où les acteurs peuvent s'engager sur ces chartes et bénéficier en contrepartie, entre autres, d'exonération de la taxe sur foncier non bâti. Et on a aussi un volet important qui est le volet agricole, avec la mise en place de mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc depuis 2015, on en met sur la partie Nouvelle-Aquitaine et depuis 2021, on en met sur la partie Occitanie. Donc l'idée là, c'est de proposer des mesures aux agriculteurs pour justement allier leur activité aux enjeux de biodiversité. Donc on propose des mesures de conversion de culture en prairie, des mesures de pâturage, des mesures de gestion de zones humides ou encore de gestion de ripisylves. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que c'est pas ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui. Et l'idée aussi, c'est pas indiqué sur la diapo, mais voilà, il y a aussi un gros travail de communication, de sensibilisation de l'ensemble des acteurs hein, et des opérations de communication. Pourquoi la Garonne est classée Natura 2000? Parce que c'est le complexe d'Ordogne-Garonne, voilà, et le dernier complexe à intégrer notamment les 8 poissons migrateurs amphihalins d'Europe, dont 6 sont classés d'intérêt communautaire. Donc, je vais pas tous les faire, hein, mais bon, il y a notamment la grande alose qui se reproduit sur le secteur d'Agen, le saumon atlantique qui essaye de remonter la Garonne pour se reproduire dans les frayères pyrénéennes. L'esturgeon européen, lui, qui reste plutôt sur la partie aval, et aussi également l'emproie marine et l'emproie fluviale. Euh, on a également deux autres espèces qui ne sont pas classées d'intérêt communautaire, la truite de mer et l'anguille européenne, qui lui se porte globalement pas trop mal par rapport aux autres espèces. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les poissons migrateurs. Sur la partie, bien sûr, les autres types, les autres espèces, on a également de nombreux oiseaux avec des rapaces. Un gros enjeu sur les ardéidés, donc avec tout ce qui est aigrettes et hérons, etc. On a aussi des enjeux sur rhodonate, coléoptères, chiroptères, et bien sûr tous les habitats d'intérêt communautaire, tout ce qui est notamment saulé peupleré à sol blanc, là, qui est un habitat prioritaire au niveau européen. Donc, notre objectif, voilà, c'est de faire en sorte de préserver et restaurer les habitats pour l'ensemble de ces espèces. Un petit aperçu des contrats Natura 2000 qui ont été mis en place sur la période 2018-2023.
où il y a 16 contrats Natura 2000 qui ont été mis en place donc, sur la partie Occitanie, sachant qu'il y en avait 4 aussi sur la partie Nouvelle-Aquitaine, donc, ce qui fait à peu près une vingtaine de contrats, en tout cas en 2023, puisque là on repose de nouveaux contrats cette année notamment. Mais ça permet d'avoir une vue un peu d'ensemble de l'ensemble des contrats engagés, sachant que dedans, il n'y a pas la partie agricole où il y a des nombreux contrats agricoles qui sont également passés sur l'ensemble du périmètre. Je vais peut-être très vite après les exemples de contrats. Alors sur Grisol, là, qui est une commune donc, du Tarn-et-Garonne, en rive droite, il y a une roselière qu'on a restaurée dans le cadre d'un contrat Natura 2000, donc un contrat porté par la commune de Grisol. Alors là, c'était un contrat financé donc à hauteur de 24 000 euros, 479 précisément. Le contrat a été finalisé en 2021, donc ça consistait à restaurer une roselière. Donc il y a eu un peu de décapage et de plantation de phragmites. Et voilà, tout ça pour que ce soit favorable à la vie faune, notamment le héron pourpré, puisque localement, il y a la plus grande colonie de hérons pourprés du secteur, alors, de la vallée de la Garonne, en tout cas. Voilà le type de contrat sur les roselières. Ensuite, un deuxième type de contrat qui a eu lieu donc, dans la Haute-Garonne, porté par le SMGAT, un syndicat GEMAPI, donc sur la restauration d'un bras mort. Donc, voilà, avec des travaux qui ont été réalisés avant en 2019 et à un état final en 2022. Donc, je vous rassure, depuis la végétation a repoussé, on n'a pas récupéré de photos plus récentes. Là, l'idée, c'était de reconnecter le bras mort classiquement par l'aval qui était envasé. Donc, il y a eu une pelle mécanique amphibie qui est venue pour désenvaser tout ça. Il y a eu aussi des plantations d'élophytes, notamment avec des scolaires. Donc, tout ça géré avec le SM GALT. Donc, nous, voilà, notre rôle en tant qu'animateur, c'est d'accompagner ces porteurs de projets, aussi bien du point de vue technique que administratif, pour déposer et suivre l'ensemble de ces contrats. Un contrat là, sur la partie Nouvelle-Aquitaine, donc on sort de périmètre Occitanie, ça me semble intéressant aussi voilà, de varier les plaisirs, puisque la Garonne ne s'arrête pas à l'Occitanie. Donc un contrat sur Saint-Macaire, donc commune de Gironde, en rive droite, sur une ancienne île. Donc avec plusieurs contrats qui ont été engagés, donc le premier en 2019 par la Fédération de la pêche sur une parcelle privée. Et en 2021, avec un contrat complémentaire porté par la commune, j'y reviendrai tout après. Donc, voilà, qu'il y avait un enjeu important, puisqu'il y avait 3 habitats d'intérêt communautaire, notamment la végétation sur berges vaseuses, forêt alluviale, et le troisième, mégaforbier, il me semble. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on a proposé différents types d'actions sur ce secteur-là, sur ce premier contrat Natura 2000 avec des boutures de sol pour renforcer l'arrêt piscine sur ce secteur-là et renforcer la connexion aval de l'annexe hydraulique, donc avec la présence d'un bras mort. Donc voilà, les plantations avaient été faites avec un lycée agricole. On voit ce que ça a donné, les plantations juin 2020, donc un an après, et puis après en 2024, où il y a une répiscive dense qui s'est bien installée sur ce secteur. Là, c'était des travaux d'ouverture de la prairie, qui a permis justement de mettre en place du pâturage avec l'éleveur qui était propriétaire de ces parcelles-là. Donc, ce qui est intéressant avec le contrat Natura 2000, c'est qu'on peut faire porter les contrats par des acteurs, donc là, c'est Fédération de pêche, sur des terrains privés. Voilà, qui permet d'avoir à éviter que le propriétaire privé avance les frais en attendant d'être remboursé par l'Europe. On avait aussi retiré les déchets qui étaient présents dans l'annexe hydraulique et il y a eu aussi une gestion des invasives, on ne le voit pas, mais il y a une partie boisée forêt alluviale où il y avait la présence de nombreux Eramnegundo, donc il y a eu de l'écorçage de fait sur les différentes années du contrat. Ça, on l'a déjà vu. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce contrat-là a été primé au niveau national en 2021, notamment dans la catégorie articulation des politiques publiques, puisqu'en fait, c'est un secteur où on a travaillé sur 3 projets. Donc, les 2 premiers contrats Natura 2000, le premier en vert, qui a été porté par la Fédération de la pêche, le deuxième en blanc, je sais pas si vous voyez ma souris, contrat complémentaire porté par la commune le long d'un chemin qui a permis d'étendre la surface de pâturage. Et ensuite, un troisième contrat, mais qui était dans le cadre d'un appel à projet régional. C'est des parcelles en jaune, qui sont des parcelles qui appartiennent à la commune de Saint-Macaire et pour lequel il y a eu une conversion de culture en prairie avec la méthode fleur de foin.
Donc là, on a sollicité un agriculteur partenaire dans le cadre des MAEC pour récolter les graines sur des prairies naturelles en bord de Garonne pour réensemencer ces parcelles qui appartiennent à la commune. Donc, ce qui permet voilà, d'avoir une cohérence d'action sur l'ensemble de ce périmètre sur la commune de Saint-Macaire et ça permet de faire le lien aussi entre la partie urbanisée et la Garonne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir la présentation sur la partie live? Donc Oui, sur les alors rôles. il y a une Oui. question, Rémi? Oui, en tout cas, c'est trop chouette de voir ce panel de contrats et c'est quand même, enfin, je me dis par rapport à certains territoires comme le nôtre, d'avoir 20 contrats en 5 ans, si j'ai bien compris, c'est quand même quelque chose. Donc félicitations. Et j'avais une question par rapport à la dotation aménité rurale. Est-ce que vous avez fait appel aux communes sur ce point-là et si oui, est-ce qu'elles l'ont valorisé soit à travers d'articles de votre part ou de leur part à eux dans la revue ou voir au niveau national aussi, hein. Alors bah, merci pour les félicitations. Alors je porte pas entièrement l'ensemble de ces contrats, hein. C'est vraiment les équipes et mes prédécesseurs aussi, à l'époque Paul Simon, pour pas le citer, et puis aussi les partenaires, les autres collectivités qui sont sur la partie ariégeoise et la partie Nest. Voilà, donc c'est un travail d'équipe avec effectivement le SMEAC qui est coordinateur depuis 2018 sur l'ensemble du site. Sur la partie aménité rurale, effectivement, on essaye d'en faire mention. On fait des mails. Alors ces dernières années, on faisait un mail chaque année en disant à chaque commune qui avait une dotation pour dire voilà, vous avez reçu 3 000 euros ou 6 000 ou voire plus pour faire des actions de restauration biodiversité. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser en complément d'un contrat Natura 2000 puisque les collectivités sont financées à 80% dans ce cadre-là. Donc, il reste toujours les 20% à charge de la collectivité qui peuvent être compliqués, notamment pour les petites collectivités ou même les grosses, vu le contexte économique global. Euh, voilà, l'idée, mais on n'a pas vraiment utilisé en direct cette option, mais voilà, on l'a en tête, notamment l'année dernière lorsqu'on organisait des animations dans le cadre du mois Natura 2000, hein, qui est un mois en octobre dans lequel on fait plusieurs animations, où il y avait une question de reste à charge sur la gestion des déchets. On avait commencé à émettre l'idée auprès de la commune qu'elle pouvait utiliser cet argent pour payer, entre guillemets, cette partie-là, nous permettant de mener à bien l'animation. Bon, au final, l'animation avait été annulée au dernier moment, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on n'a pas encore bien valorisé, mais c'est oui un levier d'action intéressant pour des petites actions. Après, on n'a pas non plus, nous, de communes avec des gros montants, parce que je sais qu'il y a des communes où il y a 100 000 euros d'indemnité rurale. Nous, on n'a pas, c'est pas le cas, mais voilà, ça peut permettre de débloquer certaines situations. Et, et juste, bah, même si c'est 80%, il y a quand même les histoires de délai de paiement quand même Oui. de Natura 2000 qui peut vite refroidir les porteurs de projets publics, quoi, les collectivités. Bon, après, je ne connais pas les budgets de vos communes, c'est peut-être pas les mêmes que les nôtres dans les Corbières, mais peut-être qu'elles ont les reins pour faire un contrat autour de 20 000 euros, j'avais vu, par exemple. Oui, c'est vrai c'est un frein, hein. C'est-à-dire qu'il faut que la commune ou la collectivité, en tout cas, avance, même le privé, hein. On a la même question sur les privés, c'est-à-dire on a un contrat qui traîne un projet de contrat qui traîne depuis quelques années, où voilà, ça nécessiterait que le privé fasse une avance de 30 000 euros, et que derrière, il puisse être remboursé, même à 100%. Mais voilà, il y a toujours cette avance à faire sur 6 mois, un an, le temps de récupérer les subventions. Ça, c'est clairement un frein et c'est la même chose pour les communes, effectivement. On peut vite être embêté. Donc, l'exemple là, de Saint-Macaire où le contrat a été porté par la Fédération de pêche sur les terrains privés, voilà, c'est aussi intéressant puisque eux, ils sont pas plafonnés au niveau des 80%. Donc, c'est des choses à trouver. Et puis, on en parlera après aussi là, sur le Life Nature. Voilà, le financement, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment avancer et trouver des solutions pour réduire le reste à charge pour notamment les collectivités qui sont plafonnées à 80% d'aide publique. Et Julie, s'il y a le temps, juste une dernière petite, sans monopoliser, mais... Une dernière et après Pauline et après Ok. il faudra qu'on enchaîne parce qu'il faudra laisser un peu de temps à Mathieu aussi quand même. Oui, oui. C'était juste par rapport au... Bah, il y a plein de sites Natura 2000 différents, donc
pas mal de DOCOB avec des fiches actions en commun sur le volet cours d'eau. Est-ce qu'ils étaient assez bien fournis, les DOCOB, ou il y a des cas où il a fallu rajouter une fiche action à valider vite en copile parce que c'était pas prévu initialement? Non, globalement, alors le souci, un peu comme partout, c'est que les deux COP sont relativement anciens, notamment sur la partie Occitanie. Donc là, on a lancé la révision officielle des deux COP, donc qui va permettre de remettre tout à plat et de rebalayer les fiches actions. Sinon, sur la partie Occitanie, on a 5 DOCOB, et alors on a un seul sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil, on est en réflexion pour réviser le DOCOB une fois qu'on aura le feu vert de la région Nouvelle-Aquitaine pour les financements. Mais voilà, on est vraiment en phase révision de l'ensemble des DOCOB. Mais globalement, de mémoire, on n'a pas rajouté de fiches actions parce que c'était assez large avec de nombreuses espèces et de nombreux habitats qui permet, dans tous les cas, de justifier tel type d'action, tel contrat, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions sur l'hydromorphologie des cours d'eau, on peut travailler sur les frayères, on peut travailler sur les roselières pour la vie faune, on peut, il y a les herbicides, enfin, il y a pas des- vraiment de nombreux arguments, entre guillemets, pour défendre les différents contrats Natura 2000 sur ce bassin Garonne. Merci. Pauline? Oui, je voulais juste, j'ai une question sur la dotation aménité rurale. Est-ce que les communes la touchent automatiquement sans forcément devoir justifier d'un projet spécifique, ou est-ce qu'elles doivent vraiment faire une demande avec un projet et qu'on sache vers quoi elles orientent ces financements-là? Alors, c'est versé automatiquement. Et envoie les mails aux différentes communes, elle revient vers nous en disant ah, c'est super, mais comment on fait pour la toucher? Et là, on leur dit bah, en fait, vous l'avez déjà reçu parce qu'ils le reçoivent sur un article du budget assez général. Et en fait, bien souvent, ils savent pas que, ils ont reçu de l'argent à ce titre-là sur leur compte. Ouais, donc en Donc, en fait, ils fait, l'utilisent pour autre chose, quoi. ouais, grosso modo, Ouais. c'est un peu ça l'idée et c'est un peu notre rôle en tant qu'animateur et gestionnaire, en tout cas sur la partie biodiversité, c'est de sensibiliser les communes en disant vous avez touché de l'argent à ce titre, ce serait bien de l'utiliser pour à ces fins, quoi. Ben, oui, c'est pas préfléché, hein, c'est dans la loi de finances depuis 5 ans maintenant. Ils ont augmenté au fur et à mesure le type de zonage environnementaux Mm. qui peut permettre à une commune de toucher suivant certains critères. Ils changent les critères quasiment chaque année aussi. Donc les montants ou le nombre de communes, alors le nombre de communes qui touchent, ça explose. Les montants explosent sur certaines communes, mais ça a baissé sur d'autres, notamment parce qu'il n'y a plus le critère fiscal. Et ouais, c'est à notre rôle, je pense, ouais, à minima un courrier annuel d'infos pour les orienter parce que bon, ça fait 5 ans et ce qui se trame, c'est que l'État va sûrement va vouloir des comptes à rendre pour savoir si elle a été bien utilisée, alors que de base, l'État n'a pas forcément mis l'accent sur utiliser-la pour la biodiversité, quoi. Donc, Mm. mais il y aura forcément des comptes à rendre un jour et elle sera sucrée, je pense, si jamais il n'y a pas assez de projets qui ont émergé, quoi. Parfait. Allez, dernière partie sur le Life Nature de la Garonne. Donc en fait, pourquoi on souhaite mettre un Life Nature soumis à des financements européens? C'est pour restaurer l'état écologique de la Garonne sur un périmètre cohérent. Bien sûr, de fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un projet de grande ampleur sur un linéaire important de Garonne et produire aussi des retours d'expérience. Voilà, c'est très important dans ces projets européens, c'est que l'Europe regarde aussi la réplicabilité du projet pour qu'on puisse derrière le dupliquer sur d'autres rivières. Donc, clairement, on s'est inspiré, hein, c'est pour ceux qui connaissent, hein, du projet LIFE d'Ordogne, mais également de d'autres projets LIFE comme sur la Loire qui ont été validés récemment pour bénéficier de ces financements européens qui peuvent permettre voilà, d'avoir des financements de l'Europe de 60% et pour la plupart des actions, d'avoir le complément de financement de la part de l'Agence de l'eau. Donc l'idée, c'est pas d'intégrer enfin, toutes les actions qui sont déjà prévues sur la Garonne, mais c'est bien d'être complémentaire. Par exemple, il y a des PPG, donc des plans de gestion des rivières qui sont mis en place sur la partie Garonne amont. L'idée, c'est que notre programme projet de Live Garonne soit bien complémentaire à ce qui se fait déjà au travers de d'autres politiques. Il y a aussi des politiques ENS ou autres. L'avantage, c'est que
sur notre territoire, on a plusieurs avantages, atouts, entre guillemets. On a un SAGE validé depuis juillet 2020 avec des instances sur lesquelles on peut s'appuyer pour la communication et la concertation. On a bien sûr, on l'a vu, Natura 2000, j'y reviens pas, puisque les objectifs du LIFE doivent être fixés sur les objectifs de Natura 2000. Donc là, c'est la restauration de 5 habitats d'intérêt communautaire. On a des études à large échelle sur la Garonne sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment un projet qui s'appelle TFE, territoire fluviaux européen, qui avait été mis en place plutôt sur la Garonne débordante, c'est-à-dire plutôt sur le Tarn-et-Garonne, donc au nord de Toulouse, qui permet de cibler des actions sur les enrochements, les restaurations de répissives ou encore des bras morts, qui est un programme qui avait été validé en 2014 et sur lequel on peut aussi s'appuyer pour proposer des actions. Ce qui a été dit aussi dans ce cadre de ce projet, hein, qui est en maturation depuis 2021, notamment avec des discussions avec Nature en Occitanie, ce qui avait été dit et ce qui est à peu près un consensus auprès de tous les acteurs, c'est que pour avoir des actions efficaces de restauration de la biodiversité de la Garonne, il faut intervenir en priorité sur l'hydromorphologie de la Garonne et justement essayer de réduire le déficit sédimentaire. Puisque la Garonne, comme de nombreux fleuves, a fait l'objet d'extraction de sédiments directement dans le lit mineur jusque dans les années 90. Et voilà, a été canalisée bien sûr avec des enrochements qui limitent sa dynamique latérale et pose des problèmes puisque la Garonne a tendance à s'enfoncer un peu partout et se déconnecte des milieux alluviaux et zones humides qui sont sur les différentes rives. Donc le périmètre de ce LIFE à ce jour, ça change un peu tous les jours, il serait sur les 3 commissions géographiques du SAGE, donc Garonne montagnarde, Garonne de Piémont avec Toulouse, et la Garonne débordante avec une grosse partie sur le Tarn-et-Garonne, donc qui serait sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Donc on n'a pas inclus la partie Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on s'est dit que c'est déjà un grand territoire avec de nombreux acteurs. On avait été accompagné notamment, alors les dates c'est en 2023, par le cabinet Enviropéa qui nous avait dit oui c'est déjà un grand périmètre, il ne faudrait pas se perdre sur un trop grand territoire au risque que le projet ne sorte jamais. On partirait sur l'espace de mobilité fonctionnelle de la Garonne, hein, qui est une couche cartographique qui a été établie à l'échelle de la Garonne il y a déjà 2-3 ans. Et on fait bien sûr le lien avec l'Espagne, notamment pour la dynamique sédimentaire avec le plan d'AREM situé à la frontière espagnole. Et en aval, on s'arrête au verrou de Malose, donc juste au niveau de Saint-Nicolas-de-la-Grave, avant l'usine hydroélectrique et nucléaire de Golfech. Voilà pour le périmètre. On a même intégré quelques confluences, notamment avec des enjeux au niveau de la Nest. Donc, il y a un petit morceau, si vous voyez, côté ouest, il y a un petit morceau qui dépasse l'aval de la Nest, où il y a des enjeux et des risques de capture de gravière qui pourraient impacter le transit sédimentaire, puisque voilà, c'est un des enjeux principaux, en tout cas en termes d'action sur les actions envisagées dans notre life. Donc, juste pour finir, les grands types d'actions. Classiquement, pour la dynamique sédimentaire hydromorpho, ce serait faire de la recherche sédimentaire ciblée, donc si possible avec des matériaux récupérés sur place, la suppression d'enrochement pour favoriser la dynamique latérale, la gestion des bancs galets, mais plutôt sur la partie amont, là où justement la Garonne est capable de remobiliser naturellement avec des crues ces galets-là. La restauration de chenaux de crues pour justement permettre de diversifier les milieux, avoir des zones aussi de repos ou différents habitats pour la biodiversité et la faune. Et la question aussi de l'accompagnement des captures de gravières, où effectivement il y a des risques de capture de gravières sur différents sites sur lesquels on souhaiterait soit éviter cette capture en retravaillant, en resolidifiant les berges avec du génie écologique, ou soit au contraire accompagner cette capture qui est inévitable pour justement reboucher en partie les gravières et développer des milieux sympas avec des mares et différents types de zones humides. Après, il y a la partie restauration écologique où là on s'attaque directement à la restauration d'habitat, notamment tout ce qui est saulées blanches et boisements alluviaux. Même si pour les saulées blanches, l'idée c'est plutôt de rendre dynamique le milieu pour une régénération naturelle. Sur la partie ripisylve également, avec des secteurs qui avaient été ciblés dans TFE où il y avait une absence de ripisylve, où on pourrait accompagner la régénération naturelle. Et également la réouverture de bras morts,
l'idée de connecter les bras morts, les rendre fonctionnels, donc plutôt sur la partie aval du site. D'ailleurs, sur la partie enfin, voilà, bras morts, il y avait notamment des bras morts proposés sur la partie réserve naturelle confiance gare en Ariège dont Mathieu va parler en suivant. Et après, il y a des études globales de préalable ou de suivi des actions qui sont menées, notamment une étude un peu expérimentale, entre guillemets, sur la thermie des cours d'eau à l'aide d'un drone qui permettrait de définir les secteurs où il y a par exemple de la résurgence de nappes, avec des secteurs plus frais que d'autres, qui pourraient orienter nos actions et surtout évaluer l'impact de nos actions, donc avec un état initial et un état après travaux. Voilà deux exemples de travaux ciblés. Donc là, ce sera un enrochement sur l'île de Lizoun dans le Tarn-et-Garonne, action qui pourrait potentiellement être portée par le conseil départemental puisque ce territoire avait été ciblé pour devenir un espace ENS. La question, c'est jusqu'où on va sur le retrait de l'enrochement, parce que derrière, on est en domaine fluvial, je ne sais pas si vous voyez bien en rose. Donc on pourrait, mais il y a l'agriculteur, mais on est en DPF, donc on pourrait dans l'absolu aussi retirer la partie aval et justement favoriser l'érosion latérale du cours d'eau. Un autre exemple, c'est la restauration d'un bras mort, le bras mort de Terride, juste avant le plan d'eau Saint-Nicolas de la Grave, donc dans le Tarn-et-Garonne, où voilà, il y a des enjeux, notamment au niveau de la vie faune, qui serait intéressant de traiter. Je passe très vite parce qu'on est contraint par le temps. Pour finir, au niveau du planning, on a Nature en Occitanie avec lesquels on travaille depuis 2021, avec de nombreux échanges sur les actions à mettre en œuvre, les objectifs. On a monté le projet avec l'ensemble des acteurs en 2023, notamment à l'aide du recrutement d'une stagiaire. On avait rencontré l'ensemble des acteurs du périmètre. On avait été aussi accompagné par le Bureau d'études environnement qui nous a fortement orienté sur les objectifs et les actions à mettre en place et le périmètre. Et en 2024, on a déposé une première candidature en septembre. C'était incomplète, hein. On avait seulement 2 lettres de soutien. On avait mis le SMEAG en porteur des actions, pratiquement de toutes les actions. Et voilà, ce projet avait été déposé à hauteur de 11 millions d'euros sur 7 ans. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en mars, en mars 2025, donc il y a début du mois, on a eu un retour très positif de l'Europe. C'est-à-dire que notre candidature est recevable en termes de notation et on est en liste d'attente. C'est-à-dire que notre dossier n'a pas été retenu par rapport aux autres qui étaient également reçus. Mais par ailleurs, si d'autres dossiers étaient se retireraient, on pourrait être appelé dans l'absolu pour pouvoir engager le projet LIFE dès cette année. Chose qu'on n'accepterait pas parce qu'on n'est clairement pas prêt, notamment au niveau des échanges avec les acteurs et le portage des actions. On a travaillé sur le respect réglementaire avec les DDT pour justement anticiper les dossiers réglementaires, voir la réglementation liée au domaine public fluvial. On recherche des financements privés, puisque même si on est quasi sûr d'avoir des financements à 80% pour l'ensemble des actions, il faut compléter pour les collectivités. Donc là, on a des échanges avec la CDC Biodiversité pour des investissements privés. On a aussi des acteurs privés sur le territoire, notamment l'EDF et l'UNICEM, qui pourraient potentiellement contribuer. Et on cherche bien sûr des lettres de soutien de l'ensemble des acteurs. Et puis, on doit aussi travailler sur la maîtrise foncière, même si la majorité des actions sont sur le DPF, ce qui est aussi intéressant. Et voilà, pour objectif, septembre 2025, de déposer une seconde candidature complète qui permettrait de lancer officiellement le projet à partir de septembre 2026 s'il était retenu. Voilà, je ne vais pas plus loin. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est parfait, Mathieu, surtout que les questions ont été posées au fur et à mesure. Après, on peut prendre une petite question sur la dernière partie. Mais sinon, timing respecté. Je te remercie beaucoup. Super présentation. Il y a une petite question, une sollicitation dans le chat par rapport à votre document, votre charte, en fait, qui n'est pas téléchargeable, mais juste disponible en Calaméo sur votre site. Si tu peux la mettre éventuellement dans le chat, si tu as un lien PDF à transmettre. Je le mettrai en suivant. Ça marche. Et s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de main levée. Eh bien, Mathieu, je te propose de prendre la suite et de partager ton écran pour ta présentation. Ouais. Julie, ça t'embête de partager toi, vu que ça Pas du tout. fonctionné tout à l'heure? Et par contre, il faut que je la retrouve. Hop.
Donc, je suis Mathieu Hort, salarié de l'association Nature en Occitanie, association régionale de protection de la nature basée à Toulouse. Euh, et donc, je suis en charge de la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège, qui se situe au sud de Toulouse, à cheval donc sur la confluence de l'Ariège avec la Garonne. Et donc, j'attends une petite carte de la part de Julie. Alors, je regardais si je pouvais le mettre en plein écran, mais hop. La carte, c'est celle-ci? On ne voit pas ton partage. Ah, vous voyez pas le partage? Non. Ah. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Ok. Merci. Oui, c'est bon. Donc, la réserve naturelle s'étend sur quasiment une petite vingtaine de kilomètres le long de la Garonne et de l'Ariège, sur 11 communes et 4 intercommunalités, donc Toulouse Métropole, Murtin, Aglo, Sicoval et communauté de communes du bassin taurivin. Elle est à cheval sur des propriétés publiques, notamment le DPF, comme disait Mathieu tout à l'heure. Donc, c'est l'État le plus gros propriétaire. Et après, il y a des collectivités, le département aussi, qui ont classé des parcelles dans la réserve naturelle, et des propriétaires privés. Vous voyez qu'on a un périmètre un petit peu à trous. Au classement, en fait, on s'appuie sur le bon vouloir des propriétaires, ce qui fait que des propriétaires ont joué le jeu et pas d'autres. Et donc, le gestionnaire, c'est Bien Nature en Occitanie. Donc, nous sommes sous convention avec la région, qui est notre autorité de tutelle, et on doit mettre en œuvre les actions techniques, administratives et scientifiques sur le territoire. Tu peux changer de diapo. La spécificité de notre réserve naturelle, c'est qu'on est vraiment aux portes de l'agglomération toulousaine, donc on est dans un secteur périurbain très contraint, et ça va avoir notamment des incidences sur les actions de restauration, renaturation, dont on va discuter juste après, avec des enjeux forts de protection des biens et des personnes. La réserve naturelle, on dit souvent qu'elle a deux visages, un côté humide en bord de Garonne et d'Ariège avec tout ce qui est zone humide, boisements inondables, méga-forbiers, bras morts et autres. Et aussi, on a des parcelles sur les coteaux en rive droite qui sont, voire des falaises par endroits, qui ont une végétation assez différente, voire méditerranéenne par endroits, donc très sec. Et ce qui fait que sur ce tout petit couloir de réserve naturelle au port de l'agglomération toulousaine, on a une diversité de paysages et une diversité d'espèces très intéressantes qui ont justifié donc, le classement en réserve naturelle. On est à plus de 2200 espèces recensées pour le moment sur le territoire. Tu peux changer de diapo. Donc la réserve est bien un réservoir de biodiversité. Elle joue d'autres rôles, d'autres fonctions, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que vous connaissez tous tout ça, notamment les fonctions d'épuration, filtration des eaux, à savoir que 80% de l'eau potable des Toulousains est produite sur la réserve naturelle, donc il y a de forts enjeux par rapport à la ressource en eau. Tout ce qui va être zone humide et autres permettent la recharge des nappes, le soutien des milieux d'étiage, jouer un rôle de prévention des inondations en amont de l'agglomération toulousaine. Fonction économique un petit peu parce que il y a des espaces agricoles qui ont été classés en réserve naturelle, notamment du maraîchage. Et on a aussi des productions hydroélectriques avec une usine au nord de la réserve naturelle qui est intégrée dans le périmètre classé. Et fonction sociale pédagogique, il y a beaucoup d'écoles jusqu'aux universités qui viennent profiter du territoire pour apprendre le cycle de l'eau, les paysages, la biodiversité, etc. Dans la diapo d'après, donc la réserve naturelle, c'est bien un espace protégé, au même titre qu'une réserve naturelle nationale, un parc national ou autre, à des fins de conservation de la nature. C'est opposable au document d'urbanisme, donc c'est notamment inscrit en servitude dans les PLU. Et pour faire simple, on ne peut pas modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle. Donc, en gros, on ne peut pas construire. Et même si on était bête et méchant, on ne peut pas couper un arbre sans demander l'autorisation à la région. C'est un espace aussi géré de manière concertée. Donc, il y a une gouvernance locale avec un comité de gestion qui regroupe les services de l'État, les collectivités, les usagers et un collège d'associations et experts scientifiques. C'est géré au niveau local, donc par le gestionnaire, ici Nature en Occitanie, et tout ça est consigné dans un plan de gestion. Donc vous connaissez, plan d'action. Nous, on a un plan d'action sur 5 ans, 2023-2028, c'est notre second plan de gestion. Nos missions
Donc, pour faire simple, c'est surtout le volet gestion, renaturation et restauration de milieu dont on va détailler un petit peu après. On fait aussi des actions pédagogiques avec des animations en classe, avec des animations grand public, ce genre de choses. Un volet surveillance et prévention avec le respect de la réglementation. Donc ça passe par de l'information, de la sensibilisation, mais aussi parfois de la répression malheureusement. On est aussi support de recherche et de connaissances scientifiques avec, par exemple, depuis plusieurs années, un partenariat avec le CNRS et l'université de Paul Sabatier, et notamment sur la thématique des sols, et aussi un volet accueil information du public avec tout ce qui va être équipement, accès routier, stationnement, etc., pour aller découvrir et visiter la réserve naturelle. Donc, ce qui nous concerne plus aujourd'hui, en termes d'action, je vais vous présenter plusieurs exemples, et notamment un exemple qui a été réalisé entre 2007 et 2020 via un appel à projet porté par l'Agence de l'eau et la région Occitanie qui s'appelait Restaurons et valorisons les zones inondables. Donc, on a été lauréat de cet appel à projet. L'idée, c'était de mieux connaître l'inondabilité de notre territoire. Donc, ça s'est passé par un certain nombre d'études hydromorpho à l'échelle du territoire. Et l'idée, c'était de renforcer le rôle de prévention des inondations de la réserve naturelle avec le ralentissement des crues et la rétention des crues dans les zones naturelles en amont de Toulouse. De redéployer l'énergie de cours d'eau via des chenaux secondaires. Donc, on a rouvert des bras secondaires et des annexes hydrauliques pour faire un peu tampon. Et puis, en gardant toujours derrière l'objectif d'améliorer l'état écologique des zones humides du territoire. Donc, en manière opérationnelle, c'est passé donc par l'étude globale, notamment avec une localisation, une cartographie de toutes les annexes hydrauliques en lit mineur et en lit majeur du territoire. Donc là, on est passé par un bureau d'études. On a fait aussi des analyses stéroscopiques pour voir les schémas de crues, identifier des merlons et talus naturels ou artificiels, voir où il y avait des points de blocage, en fait. Tu peux changer. On a du coup identifié un certain nombre de sites, d'annexes qui pouvaient faire potentiellement l'objet d'opérations de restauration. Dans le cadre de l'appel à projet, vu les contraintes budgétaires et de temps, on a choisi certains sites. Et donc, sur ces sites, on a fait notamment des relevés topographiques, donc pour voir, bien identifier par où l'eau peut passer, peut déborder. On a fait à partir de là des modélisations. Donc peut-être que c'est des choses que vous connaissez. Donc là, c'est par exemple une modélisation des crues qui arrivent au moins 3 jours par an. Là, c'est des crues biennales. Tu peux passer, ça, on voit l'évolution. Là, c'est pour des crues de retour 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ah, oula. Ouais, tu peux aller à la dépôt d'après. Et donc tout ça nous a permis d'engager des travaux. Donc là, c'est des exemples qu'on a pu mener sur 3 sites. Donc sur la commune de la Croix-Falgarde, par exemple, là, c'était un merlon artificiel qui permettait de protéger anciennement une exploitation de granulats. Donc il y avait une gravière derrière. Et donc là, on est venu inciser le merlon artificiel pour faire déborder l'Ariège en période de crue. Au milieu, Au milieu, vous avez, là c'est sur Clermont-le-Fort, un bras secondaire qui avait un bouchon sédimentaire en fait à son entrée et à son aval. Et donc on est venu le rouvrir. Bon, là c'est obligatoirement engin pelle mécanique, donc on crame un peu du gazole, mais c'est obligé pour ce genre de travaux. Et en bas là c'est plus une annexe en lit mineur qu'on a reconnecté avec la Garonne. Avec le double objectif, ça se voit pas trop sur les photos, mais en fait, on est sous une ligne RTE avec des contraintes de gestion de la végétation. Donc là, on est venu abaisser le terrain naturel et favoriser la mégaforbier et une petite roselière pour éviter justement la gestion de la végétation qui peut être problématique. Donc dans les volumes, on voit que c'est pas énorme les volumes retenus, mais comme je disais tout à l'heure, on est très contraint par rapport à l'urbanisation autour. Donc on a réussi à capter quelques volumes d'eau, mais ça reste minime.
Par contre, on a identifié d'autres secteurs beaucoup plus intéressants avec des impacts sur la ligne d'eau en période de crue. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait engager ultérieurement. Donc attends, tu vas trop vite, Julie. Sur expliquer juste le graphique. Donc là, vous avez les débits de l'Ariège, avec en bleu le débit moyen. En rouge, vous avez l'annexe hydraulique avant travaux. Donc on voit qu'elle était connectée avec des débits assez élevés. Et après restauration, donc on a abaissé le niveau pour lequel le débit l'Ariège peut déborder. Donc elle est connectée plus souvent. C'est ça l'idée un petit peu menée sur le site pendant cet appel à projet. Là, tu peux changer. Juste en termes de coûts, peut-être pour vous donner un ordre d'idée, vous avez donc les dépenses réalisées en études, travaux. En communication, il y a eu quelques éléments de produits et notamment un séminaire de restitution sur une journée à destination des élus, collectivités, structures GEMAPI, syndicats de rivière et autres. Donc un budget d'un peu plus de 300 000 euros, et vous voyez que le plus gros contributeur, ça a été donc l'agence de l'eau et la région. Par contre, il a fallu trouver les 20% restants, et donc certaines collectivités ont contribué au financement, et une part d'autofinancement aussi de notre côté, Nature en Occitanie. Donc c'est des choses qu'on a pu reconduire, on va voir après, sur d'autres sites grâce à cette première appel à projet. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, on a identifié 2 champs d'expansion de crues avec une grosse capacité, mais on est hors réserve. Et donc, ça nécessite un gros travail de collaboration avec les structures GEMAPI et surtout une concertation locale. Parce que dès qu'on fait déborder les cours d'eau, ça suscite des inquiétudes, et donc ça demande du temps, et ça ne pouvait pas rentrer dans le cadre de l'appel à projet. Donc, deuxième exemple d'action qu'on a pu mener, là, c'est sur la restauration d'une roselière et la renaturation d'anciennes gravières. Donc là, on est sur la commune de Portet-sur-Garonne, juste en aval, de la confluence de l'Ariège avec la Garonne. Donc 3 sites qui ont été identifiés. Avec le Cossignol, c'est un ruisseau qui alimente une roselière, mais ce ruisseau a été détourné durant l'époque de l'extraction de granulats. Donc la roselière était en train de péricliter, elle n'était plus assez alimentée en eau. Donc les travaux consistaient à réalimenter cette roselière. Au niveau de la générale et de la bouchonnade, c'est 2 anciennes gravières, avec l'idée de voir si c'était possible de reconnecter la Garonne à ces gravières pour jouer le rôle notamment de nurserie pour les poissons et surtout le brochet qui était l'espèce cible. Donc voir s'il y avait des connexions envisageables à certaines périodes de l'année et suffisamment longtemps, avec un débit suffisant, pour faire rentrer du poisson et sortir du poisson au bon moment. Donc tu peux passer, même topo que tout à l'heure, hein, on a fait des études topographiques et hydrauliques, voir comment c'était alimenté en eau, donc par des crues, par la pluviométrie, et aussi par la remontée de nappe, parce que les anciennes gravières sont surtout alimentées par des remontées de nappe. Tu peux passer. Donc les scénarios de réaménagement ont été étudiés. Donc là, c'est pour la roselière. Donc l'idée, c'était de reprendre le cours du ruisseau du Cossignol initial, et enlever le merlon qui empêchait son écoulement naturel, et de prévoir un déversoir pour réalimenter la roselière avec suffisamment d'eau et une surface suffisante. Donc vous avez la carte en bas à droite, et puis un petit schéma en haut à gauche pour vous illustrer tout ça. Donc on joue sur les côtes, hein, pour voir par où l'eau peut passer. Tu peux changer. Et sur les anciennes gravières, on a étudié donc la faisabilité de reconnecter à la Garonne. Alors du coup, d'après les modélisations, en fait, nos gravières sont trop perchées, elles sont trop hautes par rapport à la Garonne, ce qui fait que les travaux qu'on pouvait envisager de recreusement de chenaux ou ce genre de choses auraient un impact négatif avec la vidange pure et simple des anciennes gravières.
Donc, on a abandonné cette idée. Et, on avait étudié aussi la reconnexion des deux gravières pour voir si on pouvait justement servir de nurserie pour les poissons en fonction des niveaux d'eau qu'ils puissent naviguer entre les deux. Ça a été abandonné aussi. Pourquoi? Parce que il y avait un trop gros risque d'augmentation du risque inondation pour des lotissements qui sont pas très loin. Donc, on a abandonné aussi l'idée. Et donc, on s'est plus orienté vers la renaturation, notamment des berges, donc avec un adoucissement, un reprofilage des berges, parce que là, on est sur des berges très abruptes et donc très peu intéressantes, avec très peu de végétation, type macrophyte ou autre, et la création de hauts fonds. Donc là, tu peux changer. On a quelques photos des travaux qui ont été réalisés. Donc là, c'est sur la roselière, donc qui était envahie par les ligneux, vous le voyez. Donc là, ça a nécessité l'utilisation d'engins mécaniques, broyeurs, forestiers et mini-pelles pour dessoussage et autres. Tu peux changer. Un creusement, un abaissement du terrain naturel, donc pour faire entrer de l'eau plus longtemps et plus souvent, et puis le retrait du détournement du cours d'eau pour alimenter donc cette roselière. Tu peux changer. Là, on est sur les anciennes gravières, donc vous voyez, là, on a créé des hauts fonds et un reprofilage de berges. Et en fait, on a profité des travaux menés sur la roselière, donc avec le curage qui a été fait, on a récupéré les terres de ce curage et on les a mis dans ces gravières. Donc, du coup, on n'a pas eu d'apport extérieur de terre, on a fait 2 en 1. Et donc là, voilà, reprofilage de berge et création de hauts fonds sur une gravière. Au niveau du budget, vous voyez un petit peu aussi pareil les montants, on va dire quasiment 50% d'études et 50% de travaux pour un montant total d'un peu plus de 230 000 euros. Tu peux changer. Ouais, troisième exemple. Donc là, c'est quelque chose qui est en cours. On travaille sur des bras morts, des annexes hydrauliques et un champ d'expansion de crue. Là, on a été lauréat d'un appel à projet lancé par le Fonds Maïf pour le Vivant et le Fonds Nature 2050, qui du coup sont des partenaires financiers sur cette opération. Donc là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure, hein, améliorer l'état écologique des zones humides, travailler à la restauration de la dynamique fluviale, notamment sur les continuités latérales, jouer le rôle de prévention d'inondation et puis accentuer le rôle de filtration des eaux, comme je disais tout à l'heure, avec l'enjeu ressources en eau potable pour les Toulousains. Donc là, en termes de travaux, donc on travaille sur 3 bras morts en aval sur la commune de Toulouse et la commune de Vieille-Toulouse. C'est la photo que vous avez en haut à gauche. Là, on a deux soucis, on va dire. Envahissement par de la Ranegundo, qui en gros capte toute la lumière et on voit que le bras mort, dans le bras mort, il n'y a pas d'herbier aquatique, il n'y a rien qui pousse du fait de ce défaut de lumière. On avait fait des analyses des sédiments pour voir s'il n'y avait pas aussi des pollutions, mais a priori, il n'y en avait pas. Donc, on se rend vraiment sur un souci de lumière dans ces bras morts. Sur l'annexe hydraulique de Portée, donc là, c'est le deuxième site. C'est un site qui a un merlon artificiel. Et donc, l'idée, c'est d'abaisser ce merlon artificiel pour réalimenter cette annexe hydraulique en période de crue. Et le Ramier de Guarance, là, c'est un très gros site avec de nombreuses zones humides qui a fait l'objet d'une exploitation de granulats et qui a aussi des merlons artificiels et des berges un peu hautes. Et donc, l'idée, c'est d'abaisser ces merlons et ces berges pour réalimenter ce ramier et jouer le rôle de champ d'expansion de crue. Tu peux passer. Donc, sur les bras morts, les types d'actions qui ont été réalisées, c'est notamment l'écorçage, l'abattage et l'arrachage des Ranegundo. Donc là, vous avez une photo en haut à gauche de ce que ça peut donner. Et on a tenté aussi de reconnecter les bras morts, mais de manière manuelle. Donc c'est des petits bras morts, donc on peut le tenter de manière manuelle, pas avec une pelle comme Mathieu l'a présenté tout à l'heure. L'idée étant de réduire l'impact le plus possible de notre intervention. Donc, on a fait une première expérimentation en 2024 avec un lycée agricole. Et donc, on a vu que ça pouvait fonctionner. Bon, par contre, ça demande du temps et beaucoup de moyens humains. Et donc, le schéma, vous avez en bas à droite, hein, l'idée, c'est de retirer un bouchon. Donc là, c'est plutôt sableux
du site pour reconnecter le bras mort avec la Garonne. Et on fait aussi une gestion des embâcles quand ça peut gêner l'écoulement des eaux. L'idée étant de garder toujours un effet chasse d'eau pour pas qu'il y ait de sédiments qui viennent s'accumuler et qu'on ait un atterrissement du bras mort. Sur la diapo d'après, merci. Sur l'index historique, donc je ne m'étends pas, on ne le voit pas très bien, mais au niveau de la ligne orange, il y a un bord de Garonne. On voit qu'il y a un merlon rouge. Et donc l'idée, c'est d'abaisser, voire retirer complètement ce merlon pour que l'eau déborde plus souvent dans l'annexe. Et en autre diapo, donc là, c'est le ramier de Guarance. Vous avez en rive droite, vous voyez tous les merlons naturels ou artificiels qu'il y a sur le site. Et l'idée, c'est donc de trouver par où faire passer l'eau pour reconnecter les zones humides et capter un maximum de crues pour stocker ces eaux de crues, les filtrer et jouer le rôle d'expansion de crues par rapport aux habitations. Vous voyez qu'il y a plein de lotissements et autres en rive gauche qui sont impactés en période de crue. Au terme des montants, vous voyez un petit peu les budgets prévisionnels, parce que là, on est sur un projet en cours, quasiment 300 000 euros, avec une part non négligeable d'études. C'est tout ce qui est études topographiques, modélisation hydraulique et autres qui sont nécessaires, et travaux envisagés à hauteur d'un peu plus de 100 000 euros. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions? Rémi? Oui, merci beaucoup pour la présentation, Mathieu. J'avais une question quand vous faites de la concertation en dehors de la réserve, et bien sûr que c'est logique par rapport aux conséquences que ça peut amener sur le périmètre classé. Vous êtes reconnu comme légitime pour animer les réunions et tout ça, ou enfin est-ce que ça s'est bien passé en gros pour se présenter et dire que ce qui se passe en amont et les travaux qui pourraient avoir lieu vont, enfin en gros la logique de continuité par rapport à la réserve quoi. Oui, alors on est légitime pour la concertation. Après, par contre, sur la maîtrise d'ouvrage des travaux, ça peut être discuté. À savoir qu'on est donc sur le domaine public fluvial Garonne-Ariège, et donc il n'y a pas de structure GEMAPI compétente. En fait, par exemple, le Sicoval, Toulouse Métropole ou le Meurthe ont la compétence GEMAPI, mais que sur les affluents. Donc en fait, la Garonne et l'Ariège, dans notre secteur, est un petit peu orphelin. Et donc, on a pris un petit peu ce rôle par défaut pour gérer le DPF. Mais c'est vrai que la question de la maîtrise d'ouvrage peut se poser. Pour le moment, sur les gros travaux, comme je disais, des champs d'expansion de crues hors réserve, là, on n'est pas encore intervenu. Et l'idée, c'est de travailler en concertation avec les structures GEMAPI et les collectivités compétentes. Ok, merci. N'hésitez pas, on a encore un petit temps pour les questions. Ça peut être des questions globales sur les deux présentations, hein. La première présentation de Mathieu Beaujard. Ah bah voilà, Mathieu a une question sur la présentation de Mathieu. Oui, c'est pas réellement une question parce que je sais, enfin, voilà, on échange beaucoup nous avec la réserve, on suit, on fait partie du comité de suivi de la réserve, donc voilà, on a une bonne connaissance de ce qui se passe sur la réserve. Mais voilà, c'était pour compléter là sur la partie maîtrise d'ouvrage et faire le lien justement avec le Life Nature Garonne voilà, qui permettra, on espère, de faire porter des actions par la réserve en lien avec les objectifs du LIFE. Donc c'est d'où l'intérêt effectivement sur ce secteur-là où il n'y a pas forcément d'acteurs GEMAPI, on va dire, qui souhaitent intervenir sur le DPF, même si dans l'absolu ils le pourraient. Ouais, il y a des discussions quand même de Toulouse Métropole là, pour avoir la gestion du DPF entre les services de l'État et Toulouse Métropole. Donc voilà, c'est des discussions qui sont en cours. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir des maîtres d'ouvrage locaux compétents comme la réserve justement pour mettre en place des actions sur la Garonne et faire des retours d'expérience et de justement les intégrer dans un programme plus global comme le LIFE. Merci Mathieu. Bon.
J'ai vu, Mathieu, que tu avais mis du coup le document en PDF dans le chat. Je le rajouterai, moi, dans le mail avec les 2 présentations que vous avez faites ce matin. Pour que tout le monde ait l'info. Pas de commentaires. Ah, Rémi? Ouais, désolé, je monopolise un peu. Non, mais profites-en. C'est une question qui n'a rien à voir avec, du coup, avec la renaturation de cours d'eau, c'est plus le rôle de police sur la réserve. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de la fréquentation, notamment depuis le Covid, sur la réserve et du coup, proportionnellement, peut-être des procès-verbaux supplémentaires, une augmentation? Oui, on fait un suivi de la fréquentation depuis 2016 et effectivement, on a pris 50% de plus depuis 2020, depuis le confinement, avec beaucoup de gens qui ont découvert le site et qui, du coup, se passent le mot. On a une augmentation des infractions, des incivilités, mais proportionnellement au nombre de personnes, si on la ramène au nombre de personnes, c'est en diminution. Parce que, enfin, on espère que notre effort d'information, de prévention fonctionne. Donc, on a des équipes l'été notamment qui font de la sensibilisation sur les sites. On a revu la signalétique et on assure un rôle de police avec d'autres services. Hein. On fait des opérations notamment avec l'OFB, les gendarmeries, police municipale. Donc, proportionnellement, ça diminue, mais c'est vrai qu'on en a toujours beaucoup. Ouais. Ok, merci. Vous aviez d'ailleurs fait un témoignage à ce sujet, justement, dans un précédent café, il me semble, sur la thématique de la fréquentation. Ouais, c'est possible, ouais. Bien, mais je ne vais pas forcer les questions. Ça devait être très clair. De toute façon, a posteriori, les 2 intervenants sont en copie du mail, donc vous pourrez éventuellement, s'ils sont d'accord, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de souci, revenir vers eux pour des questions un peu plus précises ou suite à réflexion. Je vous remercie tous du coup de votre présence ce matin et surtout, et en particulier Mathieu et Mathieu. Je vous envoie donc un petit mail avec les 2 présentations, le document de référence du SMEAG et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Merci pour l'organisation. Au revoir. Bonne Merci journée. à tous.